Vous le savez, depuis 3 jours, Claude Sonnet 4.5 et Sora 2 ont débarqué, et le monde de l'IA vient encore de changer de vitesse. Pendant que certains crient au plateau, ces IA viennent de franchir des barrières qui semblaient infranchissables il y a quelques mois. Je vais vous révéler quelle compétence va devenir la plus précieuse dans l'économie de demain, et ce n'est probablement pas celle que vous croyez. Il y a une guerre silencieuse qui se joue sous nos yeux. D'un côté, vous avez les sceptiques qui brandissent chaque erreur d'IA comme une preuve d'incompétence. Et de l'autre, les chercheurs qui publient des papiers scientifiques avec l'aide de ces mêmes modèles. Et entre les deux, il y a une vérité inconfortable que personne ne veut vraiment regarder en face. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Kevin Whale, chef de produit chez OpenAI, a récemment tweeté quelque chose de fascinant. Il parlait de voir ChatGPT 5 résoudre de nouveaux problèmes scientifiques de plus en plus souvent. Et ce qui l'a vraiment secoué, c'est quand Scott Aaronson en a parlé. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Aaronson, on parle d'un professeur d'informatique qui a enseigné au MIT, à l'université du Texas ainsi que bien d'autres. Un type qui travaille sur la complexité computationnelle et le quantique. Bon, c'est le genre de cerveau que vous n'appelez pas pour réparer votre imprimante. Donc ce scientifique de renom, Aaronson, vient tout juste de publier un papier de recherche sur des problèmes de complexité quantique. Des trucs tellement pointus que même les spécialistes ont du mal à suivre. Bref, mais voilà le twist, et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Une partie cruciale de ce papier scientifique a été trouvée par GPT-5. Maintenant, attention, avant que vous ne partiez en courant en criant que l'IA remplace les chercheurs, écoutez bien. Aaronson a été très clair là-dessus. Lui et son collègue auraient pu trouver cette solution tout seuls. Donnez-leur 1 ou 2 semaines pour fouiller la littérature, tester des idées, faire tourner les méninges. Sauf que là, eh bien, ça a pris demi-heure. Une demi-heure contre 2 semaines. L'IA ne fait pas des choses impossibles, elle compresse le temps d'une manière absolument brutale, et c'est là que les sceptiques se plantent complètement. Vous savez, pour la plupart d'entre eux, ils testent le modèle, ils obtiennent une réponse fausse, et puis prennent une capture d'écran et ensuite la partagent partout. Ils nous disent « Regardez, l'IA est nulle ». Sauf qu'Aaronson n'a pas fait ça. Quand ChatGPT 5 lui a donné une première réponse confiante, mais fausse, il n'a pas ricané. Il a signalé au modèle pourquoi est-ce que c'était faux, le modèle s'est excusé, a réfléchi, puis a réessayé. Quelques itérations plus tard, boum, on se retrouve avec la bonne approche. Vous savez, même un étudiant brillant a besoin d'être guidé. Vous lui montrez où il se trompe, il ajuste son raisonnement et ensemble, ainsi, vous arrivez quelque part. La différence, c'est que cet étudiant ne dort jamais et peut traiter des quantités monumentales d'informations en quelques secondes. Et en plus, il va pas faire la fête après le boulot. Sébastien Boubec a d'ailleurs partagé ce post d'Aaronson en disant que c'était une preuve de plus qu'un changement majeur est en cours. Et on va être réaliste 2 secondes. Il y a 1 an, ces modèles ne pouvaient pas faire ça. Aaronson le dit lui-même d'ailleurs dans son blog. Il avait déjà essayé avec les versions précédentes, mais rien de comparable. Maintenant, en octobre 2025, l'IA s'attaque à ce qu'il appelle l'activité humaine la plus quintessentielle. Et l'IA qu'il a utilisée a réussi à, je cite, prouver des séparations oracles entre classes de complexité quantique. Et là, si quelqu'un a compris, qu'il nous explique dans les commentaires. Le nombre de personnes dans le monde travaillant sur ce sujet-là doivent se compter sur les doigts d'une main. Mais quoi qu'il en soit, voici où tout cela prend du sens. Julian Schrittwisser, dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous connaissez son travail. Ce gars, c'était le co-auteur principal d'AlphaGo, d'AlphaZero et d'AlphaMu. Toutes ces percées majeures qui ont précédé l'explosion de LLM. Il est maintenant chez Anthropic et il vient de poster quelque chose qui devrait nous réveiller à tous. Il compare la situation actuelle à celle du début de la pandémie de 2020. Vous vous en souvenez sans doute, longtemps après que les tendances exponentielles rendaient évident qu'une pandémie mondiale allait frapper, les politiciens, les journalistes, les commentateurs continuaient à traiter ça comme une possibilité lointaine ou un phénomène localisé. Notre cerveau n'est pas câblé pour comprendre la croissance exponentielle. On est vraiment mauvais à ça. Eh bien, la même chose se passe avec l'IA. Les gens voient que l'IA peut maintenant coder des sites web, créer des applications, mais font encore des erreurs. Et du coup, ils sautent rapidement à la conclusion que l'IA ne pourra jamais faire ses tâches au niveau humain, qu'on n'aura qu'un impact mineur. D'autres voient 2 sorties de modèles consécutives et ne remarquent pas beaucoup la différence dans leur conversation. Ils en concluent que l'IA plafonne et que le scaling est terminé. Mais il y a quelque chose que David Shapiro a tweeté récemment qui m'a marqué tellement c'est possible. En gros, il disait que la raison pour laquelle beaucoup de gens ne voient plus les améliorations des modèles en dialoguant avec eux, c'est parce que l'intelligence du modèle a dépassé celle de l'utilisateur moyen sur Twitter. Si vous ne pouvez pas mesurer la différence, c'est que la différence n'existe pas. Les chercheurs dont nous avons parlé au début la remarquent, eux. Il y a 1 an, ces modèles ne pouvaient pas obtenir ces résultats. Maintenant, si l'utilisateur moyen sur X, Twitter,
ne capte pas la différence, mais que des chercheurs de ce niveau peuvent la quantifier et l'utiliser, qu'est-ce que ça nous dit réellement? Julian prédit que les modèles pourront travailler de manière autonome pendant des journées complètes d'ici mi-2026. Bon, avec l'Hudson Sonnet 4.5 qui vient de sortir et qui tient déjà 30 heures de travail, on va peut-être devoir réviser le calendrier. Vous avez sans doute d'ailleurs vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Il est de plus en plus probable qu'un modèle égalera les experts humains dans plusieurs industries avant fin 2026. Et d'ici fin 2027, les modèles surpasseront régulièrement les experts sur de nombreuses tâches. Il nous recommande d'ailleurs de lire le rapport Epoch AI 2030 ainsi que le projet AI 2027. Ce dernier, c'est Daniel Kokotajlo qui l'a mené. C'est un ancien haut cadre d'OpenAI qui a pris des risques personnels énormes pour en parler. À l'époque, ils avaient cette clause de discrétion qui pouvait vous faire perdre toute votre réputation si vous disiez du mal d'OpenAI. Mais il a parlé quand même. Et ce n'est pas un vendeur de livres, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment de l'avenir. Du moins, je pense. Le projet AI 2027 présente des scénarios différents. Par exemple, comment les choses pourraient se dérouler entre les États-Unis et la Chine, les erreurs potentielles de l'IA, et même vers la fin de ce papier, il y a un côté « choisissez votre aventure ». Est-ce qu'on ralentit l'IA pour la développer plus sûrement ou est-ce qu'on continue la course? Le scénario de la course est en rouge dans le document. Je ne vais pas vous spoiler, mais ça vous donne une idée. Et maintenant, la vraie question. Si tout ça est vrai, si l'IA continue de s'améliorer comme ça, qu'est-ce que ça change pour nous? Qui gagne? Qui perd? Beaucoup pensent que l'IA va remplacer les humains, d'autres disent qu'elle va juste nous rendre plus puissants. Eh bien je vous le dis, les deux sont à côté de la plaque. Carlos Pérez a couvert un papier fascinant là-dessus d'ailleurs. Il se nomme The Economics of Bicycles for the Mind. Vous connaissez peut-être l'histoire de Steve Jobs et des vélos. Il disait en gros la chose suivante. Si on classe les animaux par vitesse ou par efficacité de déplacement, les humains sont pitoyables. On est lent, on est maladroit. Mais donnez-nous un vélo et soudain, en termes de distance parcourue par unité d'énergie, on explose le classement. Eh bien, Steve Jobs disait que les ordinateurs sont comme des vélos pour l'esprit. Sauf que l'IA n'est pas tout à fait un vélo. Donc Carlos commence son post de manière brillante. Il dit, je cite, « Tout le monde sait qu'au fur et à mesure que l'IA s'améliore, les humains deviennent moins précieux, c'est connu. Sauf que 3 économistes viennent de prouver exactement le contraire avec des maths de 1973 et Steve Jobs. » Fin de citation. Alors oui, le texte pose une question bizarre. Pourquoi les ordinateurs ont-ils aggravé les inégalités dans les années 90, mais qu'à l'inverse, ChatGPT les réduit? Et il faut dire que les données sont étranges. Dans les années 90, les ordinateurs ont creusé l'écart salarial partout où ils sont apparus. Mais étude après étude, on comprend maintenant que l'IA aide plus les employés en difficulté que les experts. La clé, ce n'est pas juste d'utiliser l'outil une fois, c'est l'itération. Alors bien sûr, Scott Aronson n'a pas tapé un prompt et publié le résultat. Il a passé toute une demi-heure à raffiner, à corriger, à guider. AlphaEvolve de Google DeepMind, même chose. Ce n'est pas un coup unique, c'est un processus évolutionnaire de la sélection et du guidage. D'ailleurs, les chercheurs décomposent tout travail cognitif en 3 parties. Premièrement, l'implémentation, c'est-à-dire faire la tâche. Deuxièmement, le jugement d'opportunité, c'est-à-dire voir ce qui pourrait être amélioré. Et enfin, troisièmement, le jugement de valeur, savoir ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, l'IA, elle est terrifiante pour l'étape de l'implémentation. Un junior sur Cursor peut soudainement coder comme s'il avait 5 ans d'expérience. D'ailleurs, j'ai récemment parlé avec quelqu'un qui avait créé un jeu entier en seulement 3 mois, sans être développeur. Quelque chose qui aurait pris une équipe de 18 personnes 1 an entier. Et d'ailleurs, il l'a fait pour un coût de moins de 2000 € en token API, moins cher qu'un seul salaire de développeur. Mais voilà le truc intéressant, plus l'IA est bonne pour l'implémentation et plus votre jugement devient précieux. Vous êtes designer, l'IA peut exécuter n'importe quel design en quelques secondes, vous savez de quoi je parle si vous connaissez Nano Banana. Mais par contre, savoir quel design faire, quand est-ce qu'il faut itérer, ce que le client veut vraiment, là, ça c'est vous, ce n'est pas l'IA. Et d'ailleurs, les maths le prouvent. À mesure que les outils deviennent plus puissants, l'écart entre quelqu'un qui peut repérer des opportunités et quelqu'un qui ne le peut pas, eh bien, s'élargit. Mais attendez, vous pourriez me demander pourquoi est-ce que l'IA réduit-elle actuellement les inégalités alors? Parce que on est en phase 1. L'IA compense les différences de compétences. Les employés en difficulté obtiennent un énorme boost. Les experts, eux, ils étaient déjà bons à l'implémentation donc. L'IA les augmente moins que les autres. On a vu des études qui montrent que ChatGPT aide particulièrement les personnes TDAH, vous savez, avec des troubles de l'attention. Ça leur permet de combler le fossé que le TDAH crée. Ou alors dans un autre domaine. Par exemple, imaginons que vous avez des bonnes idées, mais que votre anglais n'est pas terrible. Eh bien ici, ChatGPT vous permettrait de le partager au monde entier en anglais. Il y avait eu une étude qui nous montrait qu'en environnement de bureau,
Les 50% d'employés les moins performants obtenaient un boost beaucoup plus grand que les 50% meilleurs. Et ça, c'est la situation actuelle, c'est maintenant. C'est là où on en est depuis 2 ans. Mais la phase 2 arrive. Une fois que l'implémentation est essentiellement gratuite, où tout le monde peut designer, coder, écrire, la seule chose qui compte vraiment, c'est le jugement. Qui va saisir l'opportunité? Qui sait ce qui a de la valeur? Alors voici ce qui m'a cassé le cerveau. Une meilleure IA rend l'automatisation complète moins probable, pas plus. Parce que les systèmes automatisés ont un jugement fixe. Ils ne peuvent pas s'adapter. Par exemple, une IA radiologique peut être précise à 99%, mais elle ne peut pas se dire « Attends, ce cas patient est bizarre, je devrais penser différemment ». La flexibilité d'ajuster votre jugement en temps réel, je pense que c'est uniquement humain, profondément humain d'ailleurs. Et ça devient de plus en plus précieux à mesure que les outils s'améliorent. Plus fou encore, ça change complètement comment les équipes devraient fonctionner. Le papier montre qu'au fur et à mesure que l'IA s'améliore, le contrôle devrait passer des gens doués pour faire aux gens doués pour voir. Cette compétence-là, repérer ce qui pourrait être amélioré, le jugement d'opportunité, ça va devenir la compétence la plus précieuse de l'économie. Si l'on a tous des outils qui nous permettent de produire des trucs excellents, qui gagne? Eh bien c'est assez simple, c'est celui qui les applique aux bonnes opportunités. Quand nous parlons de l'IA qui remplace des emplois, on rate le plus important. Nous mesurons ce que font les gens aujourd'hui, mais l'IA change ce qu'est le travail même. Pour prendre encore un autre exemple, une partie du job d'un avocat, c'est de rédiger des contrats. Eh bien, dans le futur, ce sera plutôt de savoir quelle variation de contrat va créer le plus de valeur dans une situation spécifique. C'est une compétence totalement différente, que certains des meilleurs font déjà, bien sûr, fort heureusement. Et enfin, cette ligne m'a vraiment frappé dans le poste de Carlos. Certaines écoles aux États-Unis enseignent aux enfants à parler à l'IA, à savoir comment parler à l'IA, à faire du prompt engineering, quels boutons utiliser, etc. Pour vous donner une image, en ce moment même, des écoles apprennent aux jeunes quel est le meilleur vélo à utiliser. Elles leur apprennent à être de meilleurs cyclistes. La question n'est donc pas « est-ce que l'IA va me remplacer ?», mais c'est plutôt « est-ce que je développe le jugement pour piloter des vélos de plus en plus puissants ?» C'est quand même déjà mieux qu'en France, où on est toujours dans le déni dans nos écoles et dans nos collèges. Il y a des recherches récentes d'Anthropic et de Stanford qui vont exactement dans ce sens. Vous savez, ces premières années après vos études, quand vous êtes stagiaire, quand vous apprenez à faire les tâches basiques, et souvent, disons-le, vous faites le sale boulot que personne ne veut faire, eh bien certes, ça vous donne la chance d'apprendre, d'acquérir des compétences, de continuer votre carrière. Mais ces emplois disparaissent. Je ne parle pas du futur, mais de maintenant. Depuis 2022 environ, on voit une pression sur ces emplois de col blanc. Ils sont en train de diminuer. Si vous avez entre 22 et 26 ans, quand vous sortez des études, l'offre de ces postes est en train de baisser. Et ça, c'est une tendance très récente. Et de l'autre côté, si vous avez 1 ou 2 décennies d'expérience dans votre domaine actuel, eh bien, vous êtes amélioré par ces chatbots, par ces IA. Vous pouvez faire plus, vous êtes plus efficace. Ils vous donnent un effet levier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une bulle IA, que ça va exploser, que ces grands modèles de langage sont inutiles. Ce qu'on a couvert aujourd'hui, je pense que c'est une image beaucoup plus réaliste de où ça va. Ni trop hyperbolique, ni trop sceptique. Alors, qu'est-ce que vous devez faire maintenant ? Si vous réalisez que l'IA ne va pas juste changer votre secteur, mais le transformer de fond en comble dans les mois qui viennent, si vous comprenez que la compétence qui va compter, ce n'est pas de savoir utiliser l'IA, mais savoir où l'appliquer, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre.
Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.